Christian Boutillon, donc je suis propriétaire forestier et responsable du syndicat Francilva Limousin pour la section Creuse et vice-président bien sûr au niveau régional, voire avec des postes d'administrateurs au niveau grande région, voire national d'ailleurs. Et bien sûr je suis passionné par la forêt et pourquoi je m'intéresse au syndicalisme forestier? Pour une raison très simple, c'est que la forêt, c'est un bien que tout le monde connaît, tout le monde aime, tout le monde se sent attaché, surtout d'ailleurs en Limousin, où les études récentes le prouvent très très volontiers. Et en revanche, nous vivons de notre forêt, nous la faisons vivre, nous produisons du bois, nous essayons d'améliorer l'environnement, nous essayons de faire travailler du monde grâce à la forêt, et tout ça c'est notre vie. Sur laquelle nous attachons complètement, nous sommes complètement attachés par la passion. Jérémy Abgral, je suis ingénieur au CRPF Nouvelle-Aquitaine, en charge du département de la Creuse. Nous sommes une équipe de 4 personnes à temps plein pour assister les propriétaires dans la gestion de leur forêt et aussi pour agréer les documents de gestion durable, c'est-à-dire vérifier que toute la gestion proposée par les propriétaires et les gestionnaires soit bien conforme à la réglementation. Le CRPF, c'est un établissement public, donc c'est le Centre régional de la propriété forestière. Nous sommes la délégation Nouvelle-Aquitaine d'un établissement national, le Centre national de la propriété forestière. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a 2 objectifs principaux. Le premier, des tâches réglementaires, des tâches régaliennes, la vérification de la bonne gestion des forêts privées, et le deuxième, le conseil aux propriétaires privés, c'est-à-dire que tout propriétaire privé qui souhaiterait bénéficier de nos conseils peut faire appel à nous, et nous nous chargeons de venir visiter ces forêts et de lui apporter le meilleur conseil possible, c'est-à-dire quelle essence choisir pour un reboisement, quel type de travaux réaliser pour améliorer sa propriété existante, etc. C'est vraiment s'adapter aux propriétaires. Oui, il faut bien voir qu'en France et en Creuse plus particulièrement, la forêt a énormément évolué. Il y avait 9 millions d'hectares en France en 1840. Aujourd'hui, il y en a 18 millions d'hectares. En Limousin, il y avait 200 000 hectares. Aujourd'hui, il y en a 550 000 hectares. C'est-à-dire que ça a multiplié pratiquement par 3. Et on n'a pas de tradition forestière en Creuse, puisque la forêt est très récente. C'est la déprise de 1914, il ne faut pas faire d'illusions, où il y a eu énormément de morts et les agriculteurs qui restaient ont dû travailler les terrains les plus faciles, et le reste s'est naturellement reboisé. Puis, à la suite de la guerre de 1940, les jeunes ne voulaient plus rester sur le terrain et sont allés à la ville. Et du coup, il y a eu une seconde déprise agricole qui a fait ces reboisements. Ce qui explique que le patrimoine creusois a énormément changé. De quelque chose de pastoral, sylvo-pastoral, on est passé à vraiment une partie forestière avec la Creuse coupée en 2 par la 145, au sud très boisé, au nord plus les plaines qu'on connaît en Champagne, Berrichonne, etc. Sur la Creuse, c'est une réalité. La surface forestière a très nettement augmenté durant le 19e et le 20e siècle. Et il faut noter que la forêt est aujourd'hui majoritairement privée en Creuse, très majoritairement privée. Sur 165 000 hectares de forêt, on compte 94% de forêt privée sur la Creuse. Donc il y a quelques massifs publics, mais l'essentiel quand même de la forêt est privé. Et c'est cohérent avec le reste de la France, c'est-à-dire qu'en France, on a 75% de forêt privée, 25% de forêt publique. La forêt publique est majoritaire sur l'est de la France, mais la forêt privée est très très majoritaire sur l'ouest et notamment sur le sud-ouest. Une des grandes richesses de la Creuse, c'est bien sûr ces petites propriétés, donc ce morcellement. Il y a une multitude de propriétaires qui ont 1 hectare, 2 hectares, alors quelques propriétés beaucoup plus importantes, surtout dans le sud de la Creuse d'ailleurs, au point de vue forestier. La variété des essences est considérable. Imaginez quand même qu'en Creuse, il y a 30% de la surface forestière qui est en chêne, à base de chêne essentiellement. Il y a 70% de la surface qui est en feuillus.
il n'y a que 30%, je fais exprès d'insister lourdement là-dessus, qui sont en résineux. Même si c'est les résineux qui apportent le plus de valeur ajoutée et le plus de bois pour la construction, etc., si vous voulez, et qui font travailler le plus de monde, la Creuse est très très majoritairement, comme l'ensemble de la France d'ailleurs, feuillue. Une idée on croit qu'il n'y a que des Douglas en Creuse, on l'entend souvent dit sur les médias, il n'y a que 12% de la surface forestière qui est en Douglas. C'est-à-dire qu'il y a 88% qui est dans d'autres essences. J'insiste un peu, je martèle si vous voulez, parce qu'on a des idées fausses. Le grand nombre de propriétaires fait qu'on va avoir une forêt très variée. Et d'ailleurs, chaque propriétaire a non pas un objectif pour sa forêt, mais une multitude d'objectifs pour sa forêt. Et donc des intérêts très variés. Et là aussi, c'est source de diversité. C'est-à-dire que le propriétaire, selon nos études, a d'abord un attachement affectif à sa propriété. Pour lui, sa propriété, c'est un espace de liberté. C'est aussi un espace de préservation de la biodiversité. L'idée de produire du bois sur sa forêt, c'est une idée qui est présente chez 65% des propriétaires forestiers, mais elle n'arrive que quatrième dans les intérêts des propriétaires pour leur forêt. Et il y en a d'autres encore, des intérêts pour leur forêt. Et tout ça fait qu'en effet, on trouve bien sûr des essences productives, des essences résineuses qui servent ensuite à la filière, et on trouve une majorité d'essences feuillues qui peuvent en partie, on le verra tout à l'heure, être utilisées par la filière économique, l'industrie du bois. Alors il y a un autre point sur lequel on est très attaché, c'est le principe de la gestion durable. Gestion durable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On vit sur une durée excessivement longue, 50 ans pour les conifères, 70, 80, 100 ans pour les feuillus. On n'a absolument pas le droit de faire n'importe quoi, et heureusement. J'insiste un peu là-dessus, parce que bien sûr, ce sont des contraintes que les propriétaires admettent beaucoup, que l'ensemble du grand public ne connaît pas, et c'est tout à fait normal. En revanche, l'ensemble du grand public, en Creuse plus particulièrement, est très attaché à cette forêt, et puis à ces paysages qui ont complètement changé. Les grands-parents se souviennent vaguement que des montagnes entières ont été plantées, mais les jeunes aujourd'hui les ont toujours vues, donc cette forêt évolue. Et il y a donc 4 valeurs essentielles auxquelles on est attaché. J'ai fait exprès de dire 4. La première, c'est bien sûr produire du bois. Et plus ça va, plus le changement climatique nous pousse à produire de plus en plus de bois. La deuxième, c'est évidemment l'environnement. Tout le monde sait que grâce à la photosynthèse, le carbone est fixé pour faire la lignine, pour faire le bois, et qu'il n'est rejeté dans la nature que quand on le brûle ou quand il pourrit. Mais plus il va durer longtemps pour faire des charpentes ou pour faire des cathédrales, plus ce carbone va être bloqué excessivement longtemps. Et ça, c'est une demande fondamentale, ça c'est un souhait fondamental, et une fierté pour les propriétaires de savoir que l'environnement profite de la croissance des bois, etc. La troisième demande, c'est évidemment une demande sociétale. Dans un département comme la Creuse, 100 000 habitants et 1500 directement employés par la forêt. C'est par la forêt et le bois. C'est considérable en proportion, si vous voulez, mais ça veut dire que si c'est 1500 salariés vivant de la forêt directement, comme nous deux, ça veut dire que derrière, c'est 5000 ou 10 000 personnes de plus par les boulangers, la scolarité des enfants, etc., qui vivent de ça. Et j'ajouterai une troisième vocation de la forêt, et qui est une quatrième vocation de la forêt, qui est de plus en plus importante, c'est la vocation patrimoniale. Quand je dis patrimoine, c'est au niveau d'une région, bien entendu, c'est pas du tout mon patrimoine qui m'importe dans le cas présent, mais les Creusois et les gens qui viennent en Creuse sont très attachés à ce patrimoine, à cette variété qu'on a, qui est absolument merveilleuse. Il ne faut pas oublier que notre principal patrimoine, c'est le sol. Et qu'un forestier, il est bien conscient que de toute manière, il va pendant 20 ans, 10 ans, être l'outil pour faire vivre sa forêt, pour la faire évoluer.
mais qu'avant lui, il y a des gens qui ont planté, avant lui, il y a des gens qui ont géré, et après lui, il est bien évident que l'homme vivant en gros 70 ou 80 ans, eh bien, un jour, il sera bien obligé de transmettre ça à ses enfants, ou vendre, ou que sais-je, si vous voulez. Donc on n'est qu'un passage sur cette terre pour la forêt, et encore plus pour la forêt. Ça nous rend très humbles, hein, les propriétaires forestiers, parce qu'on a une mission tout à fait fondamentale de transmettre ce patrimoine pour la collectivité et pour, bien sûr, ceux qui en hériteront, que ce soit pas à la suite d'une mutation, d'une vente ou d'un décès. Et la gestion que doit faire le propriétaire sur sa forêt, sur sa propriété, c'est quelque chose de de relativement complexe. On voudrait peut-être schématiser en disant il y a le propriétaire qui va produire du bois, exclusivement produire du bois. Il y a le propriétaire qui va préserver la biodiversité et qui ne va s'attacher qu'à préserver la biodiversité. En fait, c'est pas si simple que ça. On parle de biodiversité, la forêt a tout intérêt à contenir une biodiversité riche, que ce soit pour les paysages, que ce soit au sein des peuplements ou que ce soit même au sein des essences qui constituent la forêt. La forêt n'en sera que, pour certains, plus belle. Elle produira un peu plus de bois puisqu'on peut avoir des interactions entre arbres et champignons. Donc là, c'est tout à fait bénéfique pour la forêt et puis pour le ramasseur de champignons, c'est pas non plus inutile. Ça peut présenter aussi une meilleure résistance aux pathogènes, par l'accueil d'espèces prédatrices. On pense à certaines mésanges qui vont manger des chenilles processionnaires, par exemple, et c'est tout à fait utile à la forêt. Une meilleure résilience, une meilleure reconstitution face à un aléa. Imaginons qu'on ait un coup de vent et qu'une parcelle tombe par terre. Plus on aura d'essences différentes autour, plus vite cette parcelle pourra être régénérée naturellement. Donc voilà, ça peut s'avérer intéressant pour toutes ces raisons. Et une dernière, encore économique, mais face aux aléas des marchés des bois, ça peut être intéressant pour un propriétaire de disposer d'un ensemble d'essences pour pouvoir les valoriser au mieux. Oui, tout à l'heure je parlais des sols, que pour nous c'est notre principal patrimoine, mais il faut bien voir que la forêt ne perçoit aucun engrais, ou quasi pas. C'est très rare qu'on utilise des engrais. On n'utilise pratiquement jamais de phytosanitaires, d'insecticides ou de pesticides, etc., comme les agriculteurs le font pour leur culture de maïs ou n'importe quoi. Et donc c'est un milieu parfaitement naturel et qui bénéficie à l'évidence pour l'eau, surtout dans un pays comme la Creuse, qui est un pays sur roche granitique, où il n'y a pas du tout de nappe phréatique, et les réserves en eau dans le sol sont très faibles par rapport aux grands bassins du Berry ou du bassin parisien. Et c'est ces petits filaments d'eau qui sont à 20, 30, 40 mètres de profondeur, qui alimentent les rivières, qui alimentent les sources, font qu'on a une eau qui est pratiquement potable en sortant de forêt, ce qui n'est pas du tout le cas malheureusement dans l'eau qui provient de ce qui est pris sous les cultures agricoles. À titre indicatif, d'ailleurs les mairies le savent très bien, quand les fontaines viennent de milieux forestiers, l'eau coûte 2,5 fois à 3 fois moins cher que si elle vient de milieux agricoles. Pour toute personne habitant la Creuse, la forêt c'est avant tout un paysage et c'est avant tout des sentiers pour la promenade, pour la pratique de VTT, pour toute autre pratique. Et donc ça, on peut le noter, la forêt aujourd'hui c'est 200 millions de visites chaque année en France qui sont enregistrées, c'est énorme. Le propriétaire forestier, en général, accepte volontiers que des promeneurs viennent dans la forêt. Combien de fois j'ai rencontré des promeneurs et après, naturellement, on discute pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'ils sont intéressés de savoir ce qu'on fait aussi et pourquoi on y est tellement attaché. Un des objets, et sinon le principal de l'établissement Centre national de la propriété forestière, je disais, on est là pour conseiller le propriétaire, pour lui apporter un certain nombre d'éléments techniques, mais on est aussi là pour veiller à ce que la gestion de la forêt privée soit faite de manière durable. Oui, je reviens donc sur des plans de gestion. C'est un outil qui est tout à fait essentiel. On n'a pas le droit du tout de faire n'importe quoi. On parlait du schéma régional de gestion forestière.
on n'a pas le droit de couper des épicéas qui font 20 cm de diamètre et qui ont 25 ans. On doit les couper à partir du moment où ils font en gros 30 cm de diamètre et plus, bien entendu. Idem pour les futaies de chêne, par exemple. Certains souhaiteraient peut-être couper des taillis où il y a dedans pas mal d'arbres qui vont faire des futaies d'une qualité certaine si on les gère dans ces conditions-là. Eh bien, si dans le plan de gestion, il y a écrit coupe rase et pas de reboisement derrière, eh bien, le CRPF, dans ses réunions, refusera d'agréer ce plan de gestion. Et je pense à un exemple très concret qui nous a interpellés, où on s'est retrouvé technicien et propriétaire forestier, administrateur. Eh bien, on a dit non, si le propriétaire persiste dans cette idée, eh bien, on refusera son plan de gestion. Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister sur ces plans de gestion. On disait à plusieurs reprises, un résineux, c'est sur 50, 60, 70 ans qu'il a sa vie. Un propriétaire forestier, quand il gère une forêt pendant 10 ans, je le dis souvent, on hérite souvent de sa forêt quand on a 60 ans. On peut la gérer efficacement de 60 à 80 ans, sachant qu'au début, il faut apprendre, qu'on n'y connaît rien en général, ou très peu de choses, donc on a besoin d'apprendre. Et puis après, à partir de 75 ans, on commence à être un peu moins valide et on va moins sur la forêt. Et puis après, elle se transmet aux générations suivantes, c'est-à-dire qu'on est de passage, nous, que sur une petite vingtaine d'années, ce qui veut dire que sur une gestion forestière de résineux, ça veut dire qu'il y aura 3-4 générations qui vont passer, et sur une génération de feuillus, c'est 4-5 générations qui vont passer. Alors, il est indispensable que ces documents existent pour pouvoir transmettre aux autres ce qui s'est passé avant et les objectifs qui ont été faits pour qu'il y ait quand même... La forêt, elle n'accepte pas des dents de scie, si vous voulez, où on fait du n'importe quoi une année et puis le lendemain, on fait le contraire. Non, il faut qu'il y ait vraiment une gestion qui soit durable et dans un esprit que les jeunes puissent savoir ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait et reprennent ça. Et bien sûr, la date, ils mettent leurs pattes, c'est évident. C'est ce qui est important de retenir. Le plan simple de gestion, donc, qui est notre document le plus utilisé en forêt privée, ce n'est pas qu'un cadre réglementaire, ce n'est pas juste le moyen pour l'État de vérifier que les règles sont bien respectées, c'est plus que ça. Et c'est un outil pédagogique. Ça permet au propriétaire de mieux connaître sa forêt, de choisir lui-même ou avec l'aide de son gestionnaire les objectifs qu'il souhaite assigner à chacune de ses parcelles, de programmer sa gestion, c'est-à-dire il dit voilà, ces arbres je vais les mener jusqu'à tel diamètre, jusqu'à 50 cm par exemple, et pour cela il va falloir que j'intervienne telle année en entretien, telle année en éclaircie, et ma récolte elle interviendra qu'après un certain nombre d'années. Et tout ça, c'est la succession de ces documents de gestion qui permet de planifier cette gestion, puis de la partager et de la transmettre, c'est ça, sur plusieurs générations d'un propriétaire à un autre. Enfin, tout ça pour dire que, bien sûr, on est passionné par la forêt, c'est bien évident, c'est notre outil, et on n'a qu'une envie, c'est de voir cette forêt grandir, de voir cette forêt s'embellir, de cette Creuse qui est absolument magnifique. Tous les gens qui viennent disent mais quel bonheur vous avez d'habiter dans ce pays, c'est tellement varié, feuillus, résineux, mais aussi agriculture, etc. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur notre plaisir, notre joie, mais notre devoir aussi de propriétaire forestier.